Une histoire du monde de la Seconde Guerre mondiale, un avion à hélice transportait plus de bombes qu'une forteresse volante B-17, abattait des chasseurs à réaction communiste et secourait des centaines de pilotes abattus, tandis que le Pentagone dépensait des milliards pour tenter de le remplacer par des machines incapables de faire son travail. 1er septembre 1968. Le lieutenant-colonel William Jones III du nom est assis dans le cockpit d'un avion à hélice conçu avant l'existence de la bombe atomique. Il est à 145 km de chez lui. Le moteur fusée monté derrière sa tête vient de s'allumer à l'intérieur du cockpit. L'appareil est en feu. Son système d'éjection est détruit. La peau fond sur ses mains. Et il ne s'éjectera pas. Il ramènera cet avion en flammes à la base, avec des brûlures au 3e degré couvrant le haut de son corps, parce que quelque part dans la jungle en contrebas, il y a un pilote abattu dont lui seul connaît les coordonnées. Ceci est l'histoire du A-1 Skyraider, un avion que le Pentagone a essayé de supprimer pendant une décennie. Un avion qui a humilié chaque chasseur supersonique produit pendant la guerre froide. Et l'avion dont le son, ce grondement profond et incomparable d'un moteur en étoile de 2700 chevaux, ne signifiait qu'une seule chose pour chaque homme gisant blessé dans un fossé au Vietnam. Quelqu'un vient vous sortir de là. Voici ce qui ne devrait pas avoir de sens. En 1965, l'armée de l'air des États-Unis possédait les avions de combat les plus avancés de la planète. Des F-4 Phantom qui dépassaient Mach 2, des F-105 Thunder Chief conçus pour larguer des armes nucléaires à vitesse supersonique, des milliards de dollars de post-combustion, d'intercepteurs radars et de missiles à guidage thermique, et les commandants sur le terrain au Vietnam ne cessaient de demander des avions à hélice. Le Douglas A-1 Skyraider fut conçu en 1944. Il effectua son premier vol en mars 1945, quelques mois avant la fin de la guerre pour laquelle il avait été construit. Un avion à roulette de queue à une époque de train d'atterrissage tricycle, une relique à moteur à piston à l'ère de la turbine. Ses pilotes le surnommèrent le SPAD, d'après les biplans de bois et de toile de la Première Guerre mondiale, tant il paraissait ridicule à côté d'un F-4 sur le pont d'un porte-avions. Mais le SPAD avait un secret que les jets n'avaient pas. Un F-4 Phantom brûlait du carburant si vite qu'il ne pouvait rester en vol stationnaire au-dessus d'une cible que pendant 20 à 30 minutes avant de devoir repartir. Le Skyraider pouvait orbiter au-dessus de la même cible pendant 4 à 6 heures, parfois 10. Le F-105 avait besoin d'un ravitailleur en vol rien que pour atteindre sa cible lors des missions au-dessus du Nord-Vietnam. Le Skyraider décollait, volait jusqu'à la cible, larguait des munitions pendant des heures et rentrait sans ravitaillement. Et voici le chiffre qui rendait les pilotes de jet malades. La forteresse volante B-17, le bombardier lourd quadrimoteur qui définit la Seconde Guerre mondiale, transportait généralement entre 1800 et 2700 kg de bombes. Le Skyraider monomoteur en transportait 3600. Un pilote, une hélice, plus de charge utile qu'un bombardier lourd avec un équipage de 10 hommes. 15 points d'emport externe, 4 canons de 20 mm tirant 48 obus par seconde au total. Napalm, bombes à sous-munitions, phosphore blanc, roquettes unies, nacelles de mitrailleuses. Si on pouvait le boulonner à l'aile, le SPAD pouvait le transporter. Et à une occasion, en novembre 1965, quelqu'un boulonna des toilettes à l'aile. Le commandant Clarence Bill Stoddard du VA-25 à bord de l'USS Midway, pour commémorer le 6 millionième livre de munitions larguées, fit installer par son équipe une cuvette en porcelaine endommagée, équipée d'ailettes de queue et d'une fusée de nez. Le contrôleur aérien avancé rapporta qu'elle siffla pendant toute la descente. Mais cette histoire vous fait sourire, ce qui suit ne le fera pas. La vitesse qui rendait les jets impressionnants les rendait presque inutiles pour une mission critique, sauver l'homme au sol. Quand des pilotes américains étaient abattus au-dessus du Laos ou du Nord-Vietnam, ils n'avaient pas besoin de quelque chose de rapide. Ils avaient besoin de quelque chose qui reste. Le Skyraider devint ce quelque chose sous l'indicatif d'appel Sandy. Comme le disaient les pilotes de F-105, si un pilote Sandy entrait dans le bar, il aurait du mal à payer sa consommation. Voici comment fonctionnait un sauvetage Sandy. Un pilote abattu se cache dans la jungle, grouillante de troupes ennemies. 4 Skyraiders arrivent et commencent à voler à la cime des arbres, attirant délibérément le feu. Ils appelaient ça « pêcher au feu ». Voler bas, voler lentement, défier l'ennemi de tirer.
Et dès qu'un canon se dévoile, piquez avec les canons de 20 mm et le napalm. 4 spads formaient une chaîne en marguerite. Un cercle continu, de sorte que lorsque l'un se dégageait, le suivant piquait déjà. Un rideau de feu ininterrompu, pendant qu'un hélicoptère de sauvetage se faufilait en dessous. L'ennemi apprit à utiliser les pilotes abattus comme appât. Ils encerclaient le survivant avec des canons anti-aériens et attendaient que les Skyraiders, lents et volant bas, arrivent. Ils appelaient ça un piège à DCA. 31 mai 1968, le lieutenant de la marine Kenny Fields, indicatif d'appel Streetcar 304, est abattu près de Chepon, l'un des tronçons les plus lourdement défendus de la piste Ho Chi Minh. C'était sa toute première mission de combat. Pendant 40 heures, 189 sorties furent effectuées pour sauver un seul homme. 7 appareils perdus ou lourdement endommagés. Un pilote, Sandy, fut capturé. 5 ans comme prisonnier de guerre à Hanoï. Mais ils l'ont sorti de là. Le 62e escadron d'opérations spéciales à lui seul perdit 77 Skyraiders et 38 pilotes lors de missions de sauvetage. Sur l'ensemble des opérations de recherche et sauvetage au combat, 2 médailles d'honneur, 38 croix de l'armée de l'air, 71 membres du personnel de sauvetage tués. Et maintenant, nous devons revenir à l'homme dans le cockpit en flammes. Le lieutenant-colonel William Jones III du nom, commandant du 6002e, décolla en tant que Sandy 01 pour sa 98e mission de combat. 2 F-4 fantômes avaient été abattus près de la piste Ho Chi Minh. Un équipage fut récupéré. Le second pilote se cachait toujours dans la jungle près de Dong Hoi. Jones effectua des passages répétés à basse altitude sous un feu anti-aérien intense pour localiser le survivant. Il le repéra. Puis il repéra une position de canon à tubes multiples au sommet d'une formation karstique à proximité et l'attaqua. Au deuxième passage, des projectiles frappèrent son appareil. L'un toucha le système d'extraction Yankee, le mécanisme d'éjection d'urgence monté directement derrière son appui-tête. La fusée s'alluma à l'intérieur du cockpit, mais ne se déclencha pas. Elle se transforma en chalumeau pointé vers le pilote. Jones tira la poignée d'extraction. Rien. Le système était détruit. Il largua la verrière, ce qui ne fit qu'alimenter le feu. Il était piégé dans un avion en flammes avec des brûlures au 2e et 3e degré, se propageant sur ses bras, ses mains, son cou, ses épaules et son visage. Ses radios étaient hors service, et il dirigea l'appareil vers sa base à 145 km de là. Il devait transmettre la position du pilote abattu. C'était la seule chose qui comptait. Il posa le Skyraider détruit à Nakhon Phanom et transmit les coordonnées alors qu'il gisait sur la table d'opération. Il décrivit ses mains brûlées comme ressemblant à de la mozzarella. Le pilote abattu fut secouru plus tard dans la journée. Jones fut promu colonel. Le 14 novembre 1969, le président Nixon approuva sa médaille d'honneur. Le lendemain, 15 novembre, Jones fut tué dans le crash de son avion personnel, un Piper Light, près de Woodbridge, en Virginie. Il avait 46 ans. Il était titulaire d'un doctorat en philosophie. Il ne reçut jamais la médaille en personne. Mais le Skyraider ne se contentait pas d'encaisser les coups. Il infligeait des choses qui n'auraient pas dû être possibles. 20 juin 1965, 4 A1H Skyraiders du 20 à 25, Fist of the Fleet, décollèrent de l'USS Midway pour une patrouille de sauvetage au-dessus du Nord-Vietnam, près de Dien Bien Phu. Les pilotes étaient le lieutenant-commandant Edwin Greathouse, l'enseigne de vaisseau de première classe James Lynn, le lieutenant Clinton Johnson et le lieutenant Charles Hartman III du nom. Ils croisaient à 3600 mètres d'altitude et 170 nœuds la vitesse d'un avion de ligne régionale. 2 MiG-17 apparurent à 9 heures. Johnson déclara plus tard « À 3600 mètres et 170 nœuds, nous ressemblions à Titi face à Gros Minet. » Greathouse piqua vers le sol. Les Skyraiders descendirent à la cime des arbres. Le MiG-17 pouvait dépasser 600 nœuds, le Skyraider plafonnait à 320. Mais le Spad avait une vitesse de décrochage d'environ 160 km/h. Il pouvait effectuer des virages physiquement impossibles pour un jet. Les MiG ne cessaient de les dépasser. Puis Johnson et Hartman contournèrent une petite colline et trouvèrent un MiG aligné derrière Greathouse. Il se retourna pour un passage frontal. Les 2 pilotes de Skyraider tirèrent simultanément, 8 canons de 20 mm.
Johnson se souvint. Les obus de Charlie semblèrent descendre dans la prise d'air et dans l'emplanture de l'aile, et les miens le long du dessus du fuselage et à travers la verrière. La verrière du MiG vola en éclats. Il se retourna sur le dos et percuta une colline. Un avion à hélice avait abattu un jet. Victoire partagée créditée à Johnson et Hartmann. Tous deux reçurent la Silver Star. Cela se reproduisit le 9 octobre 1966. 4A-1H du VA-176, décollés de l'USS Intrepid, furent attaqués par 4 MiG-17. L'enseigne de vaisseau de première classe William Thomas Patton se plaça derrière un MiG et ouvrit le feu. Ses canons se vidèrent. Alors il arma ses roquettes unies de 5 pouces, des roquettes non guidées conçues pour détruire des bunkers, et les tira sur un chasseur à réaction. Le MiG partit en vrille incontrôlée et s'écrasa à travers une couche de nuages. Patton émergea pour voir le parachute du pilote ennemi. Ce fut la dernière fois dans l'histoire de l'aviation qu'un avion à hélice abattit un jet. Bilan final, Sky Raiders, 2 victoires confirmées contre des MiG, 2 probables, au moins 1 endommagé. Les MiG n'obtinrent aucune victoire contre le Sky Raider en combat loyal. Et puis il y eut le sauvetage qui brisa toutes les règles. 10 mars 1966, vallée d'Achau. 2000 soldats de l'armée nord-vietnamienne assiégeaient un camp des forces spéciales défendu par 17 bérets verts. Les conditions météorologiques étaient catastrophiques. Plafond à 240 mètres au-dessus de sommets de 450 mètres. Les jets ne pouvaient pas opérer. Seuls les Sky Raiders pouvaient trouver des trouées dans les nuages. Un pilote compara cela à voler à l'intérieur du Yankee Stadium avec les spectateurs des gradins qui vous tirent dessus à la mitrailleuse. Le major Bernard Fisher menait 6 Sky Raiders quand le major Dafford Wayne Jump Myers fut touché par ce qu'il pensait être un obus de 37 mm. Fisher transmit par radio « Tu es en feu et ça brûle jusqu'à ta queue ». Myers se posa sur le ventre sur la piste en plaque d'acier du camp et plongea dans un fossé. Son appareil explosa derrière lui. Il rampa vers un endroit sûr, tomba sur un champ de mines, rampa en arrière. L'hélicoptère le plus proche était à 30 minutes. Les troupes ennemies étaient à moins de 200 mètres. Fisher transmit 2 mots par radio. « J'y vais ». Il posa un Sky Raider sur une piste criblée de cratères et jonchée de débris sous un feu continu. Il roula sur toute la longueur jusqu'à Myers. Myers sprinta sous les tirs, escalada l'aile et Fisher l'attrapa par le col, le tirant la tête la première dans le cockpit. Fisher roula en sens inverse à travers les cratères d'obus et décolla avec 19 impacts de balles dans son appareil. Premier récipiendaire vivant de la médaille d'honneur de l'armée de l'air pour le Vietnam. Sa citation tenait en quelques mots. « Quand un homme est à terre, on ne le laisse pas là ». En 9 ans, les Sky Raiders de l'armée de l'air américaine effectuèrent plus de 90 000 sorties de combat. 266 Sky Raiders américains furent perdus, toutes armes confondues. 104 pilotes de l'armée de l'air furent tués, environ 1 sur 7 de ceux qui effectuèrent des missions de combat. L'armée de l'air sud-vietnamienne en perdit environ 242, voire plus, sur 15 ans d'opérations continues. Et le Pentagone n'a jamais cessé d'essayer de le mettre à la retraite. Un article de 1965 dans les actes de l'Institut naval des États-Unis résumait l'absurdité. Aucun appareil actuellement en production ou sur les planches à dessin ne peut le remplacer. Néanmoins, il est en train d'être écarté. La marine retirait les Sky Raiders des porte-avions au profit de bombardiers nucléaires, au moment précis où les sous-marins prenaient en charge la mission nucléaire. Au moment précis où la guerre limitée était la seule guerre que l'Amérique menait. L'armée de l'air épuisa ses Sky Raiders en état de vol pendant l'offensive de Pâques de 1972. Les missiles SA-7 décimèrent la flotte, la faisant passer de 32 appareils à 13. Les pilotes sud-vietnamiens volèrent sur Sky Raider jusqu'au dernier jour, le 30 avril 1975. Le major Ho Van Han, du 514e escadron de chasse de l'armée de l'air sud-vietnamienne. « J'ai volé jusqu'à Bien Hoa, avec 25 personnes à l'arrière de mon A1E. Quand il atterrit en Thaïlande, des soldats américains l'accueillirent avec des armes braquées. Ils ont pris nos armes et tout notre équipement de vol. Nous étions dévastés. » Le lieutenant-colonel à la retraite Bill Sparks, pilote de F-105 secouru par des Sky Raiders après avoir été abattu à 120 km au nord-ouest de Hanoï, le résuma le mieux. Le A1 Sky Raider est le 2e plus bel avion du monde. La raison pour laquelle il est le 2e plus bel, c'est que juste derrière lui arrive l'hélicoptère Jolly Green.
Et si vous ne le croyez pas, tenez-vous dans la jungle et regardez en l'air. En 2025, l'armée de l'air baptisa son nouveau turbopropulseur armé de surveillance, le OA-1K Skyraider 2. 80 ans après le premier vol de l'original, ils essaient toujours de construire ce qu'Ed Heinemann a construit en 1944. Ils n'y sont toujours pas parvenus.